Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition du 12 mars. Un homme interpellé à Blois après 24 heures de cavale. Il s'agit du conducteur de la fourgonnette dans laquelle a été retrouvé 2 cadavres hier à Saint-Lubin en Vergonois. Des cloches qui sonnent en pleine nuit pendant 2 heures environ. C'est ce qu'ont vécu les riverains de l'église Saint-Julien à Tours, réveillés à 4h30 du matin. Manifestation de Dieu ou dysfonctionnement technique, la réponse dans quelques instants. Et puis un duel attendu dans le Loir-et-Cher pour ces départementales. Maurice Leroy, président sortant du conseil départemental, affronte le Front National, Jean-Yves Narquin, le frère de Roselyne Bachelot. Dans l'actualité ce soir, donc, il s'est rendu après 24 heures de cavale. Il s'agit du conducteur de la fourgonnette dans laquelle ont été retrouvés 2 cadavres hier à Saint-Lubin en Vergonois. On parle de 2 hommes âgés de 25 et 30 ans qui ont été tués par balle. Les précisions à Blois d'Aurélie Renaud. C'est une affaire qui fait grand bruit ici à Blois, mais dont on ne sait que peu de choses aujourd'hui. Tout commence en Rasse-Campagne, à quelques kilomètres de Blois. Nous sommes mardi, il est 23 h. Une patrouille de gendarmerie remarque une camionnette stationnée aux abords du village de Saint-Lubin en Vergonois. Les gendarmes s'apprêtent à contrôler ce véhicule suspect, mais la camionnette démarre et prend la fuite. Le véhicule s'embourbe alors dans un chemin de terre et son conducteur s'évapore. Dans la camionnette, les gendarmes découvrent, vous le savez, 2 cadavres. Il s'agirait de 2 personnes originaires de l'agglomération orléanaise, l'un d'eux étant connu pour des faits de petite délinquance. D'après une source proche de l'enquête, les 2 hommes auraient bien été tués par balle. Durant 24 heures, les gendarmes ont mis en place un gros dispositif pour rechercher le suspect dans la campagne blésoise et la forêt domaniale. Durant sa cavale, le suspect aurait trouvé refuge dans un abri de jardin à Landes-le-Gaulois. Et puis hier, coup de théâtre vers 23 h, l'homme se rend de lui-même au groupement de gendarmerie du Loir-et-Cher. Il est aujourd'hui en garde à vue. Question, le suspect interpellé est-il l'auteur de ce double homicide? Où comptait-il emmener les corps? Et surtout, que comptait-il faire de ces 2 victimes? L'actualité politique avec Laurent Baumel, reçu hier soir à l'Elysée par François Hollande, aux côtés d'une dizaine d'autres députés PS frondeurs. Un entretien de 2 heures autour de la table du Conseil des ministres. François Hollande a écouté les frondeurs, mais il l'avait dit, il ne changera pas sa politique. Laurent Baumel se dit toutefois satisfait de cet échange. On l'écoute. Il nous a écouté avec de l'intérêt. Il a reconnu que la politique qu'il mène crée des difficultés à gauche, qu'elle rétrécit la majorité. Et il nous a dit que ça lui paraissait être un véritable problème, pas quelque chose à prendre à la légère. Bon voilà, après sur les réponses concrètes, sur les évolutions éventuelles de sa politique, il ne s'est pas engagé devant nous à les faire. Donc je dirais que les divergences restent entières, mais au moins le dialogue a pu avoir lieu, ce qui n'avait pas été le cas depuis le début du quinquennat. Imaginez-vous à présent être réveillé en pleine nuit par les cloches d'une église comme si l'on y célébrait un mariage. C'est ce qui est arrivé cette nuit aux riverains de l'église Saint-Julien, rue Nationale à Tours. Les carillons sonnaient dès 4h30 et pendant 2 heures environ. Ils n'étaient pas en sourdine ces carillons, de quoi réveiller tout le quartier et affoler les autorités. Il s'agit bien sûr d'un dysfonctionnement technique. Sabrina Melout. C'est déclenché le carillon de l'église à pleine puissance et qui a duré je ne sais pas trop combien de temps, mais certainement plus d'1 heure, 1 heure et demie. En fait, cela a bien duré 2 heures. Les cloches de l'église Saint-Julien se sont mises à sonner. Et c'est sœur Marie-Agathe de la basilique Saint-Martin, la première, qui a été réveillée par ce bruit d'abord étrange. Je me suis réveillée au cours de la nuit, bon voilà, et puis je me suis dit tiens c'est bizarre, j'ai des voix ou qu'est-ce qui se passe? Il y a un son de cloche, j'ai ouvert la fenêtre, effectivement il y avait des cloches qui sonnaient à toute volée, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? 5 h du matin, je me suis pas inquiétée plus que ça, puis je me suis rendormie jusqu'à ce que la sonnette sonne et que la police municipale nous dise qu'elles avaient un problème avec les cloches de Saint-Julien et savoir comment elles pouvaient faire quelque chose pour les éteindre, tout simplement. Un phénomène d'autant plus étrange que le fonctionnement des cloches a été révisé et l'ensemble du système remis en état il n'y a pas si longtemps. Le père Legout, contacté par la basilique et la police, se rend alors sur les lieux. Je suis intervenu aussi vite que je pouvais auprès de l'église Saint-Julien
Constatant que tous les relais électriques n'avaient pas prise, que ce soit les disjoncteurs, les différents disjoncteurs ne répondaient pas. Donc nous avons été contraints avec la police de provoquer une coupure générale de l'électricité, ce qui a mis fin à la sonnerie des cloches. Un ensemble carillonnaire plutôt joyeux et apprécié dans le quartier, mais qui en pleine nuit peut devenir un véritable cauchemar pour les habitants. J'ai été réveillé, j'ai un sommeil relativement léger, donc par un bruit très discret initialement de cloche, enfin c'est ce qui m'a semblé. Bon. Puis quelques instants après, ce son de cloche, là, de façon certaine, s'est reproduit. Il s'est reproduit à nouveau là avec un carillon qui n'a pas duré longtemps. Un carillon qui ne ressemblait pas du tout au carillon horaire habituel de l'église. Le système électrique a été rétabli, mais les bâtiments de France, qui ont la responsabilité de l'entretien de l'église, vont tout faire pour connaître l'origine du mystère. En bref, l'aménagement de la 3e voie de l'autoroute A10 entre Chambrel et Tour-Évigné déclaré d'utilité publique. Le préfet d'Indre-et-Loire vient de prendre l'arrêté. Les travaux vont donc commencer dès mai 2015 pour une durée de 4 ans environ. Mise en service prévue de la 3e voie dans les deux sens pour fin 2018. Un point sur les départementales à présent et on prend la direction du Loir-et-Cher. Le canton de Montoire-sur-le-Loir plus précisément. C'est le président UDI sortant du conseil départemental, Maurice Leroy, qui s'y présente. Seul un petit bout de son ancien canton fait partie du canton de Montoire. Mais Maurice Leroy veut faire barrage au FN. C'est le duel attendu avec le frontiste Jean-Yves Narquin qui retient l'attention. Il s'agit du frère de Roselyne Bachelot. 2 autres binômes de gauche se présentent également. Audrey Champigny. En 2008, il avait été élu dès le premier tour avec 73% des voix sur son canton de Droué. Pas sûr que Maurice Leroy réitère l'exploit sur le canton de Montoire. Le ténor politique du Loir-et-Cher et actuel président du Conseil général entend s'appuyer sur son bilan pour gagner ses élections, mais ne cache pas son insatisfaction quant au redécoupage des cantons. La nouveauté, c'est que tous les cantons de France ont été redessinés. C'est le Parti socialiste qui a souhaité le faire. C'est lui qui a charcuté les cantons en Loir-et-Cher comme ailleurs. Donc tout le monde repart à zéro dans tout le Loir-et-Cher comme partout ailleurs en France. Il n'y a pas des cantons qui appartiendraient à tel ou tel notable local. Voilà. Et donc je suis tout à fait naturel à être candidat sur le canton de Montoire-sur-le-Loir, qui est un nouveau canton de 47 communes, au cœur de ma circonscription dont je suis le député. Et moi je vais mener les combats là où c'est difficile et là où on doit mener les combats. Car Maurice Leroy n'a-t-il pas aussi choisi ce nouveau canton de Montoire pour faire face à une autre pièce maîtresse de l'échiquier, Jean-Yves Narquin, candidat FN. Car les deux hommes se connaissent bien pour avoir été adversaires à 2 reprises aux législatives. Passé de l'UMP au Front National, Jean-Yves Narquin est également délégué national du Rassemblement Bleu Marine. Il entend bien barrer la route à son adversaire, remettant en cause sa politique depuis 2004. Il y a 67 départements en France qui font mieux que nous. Il y en a 27 qui font pire. C'est-à-dire, on est dans le dernier tiers. Nous sommes les cancres de la classe. Et quand on étudie dans le détail, on s'aperçoit que c'est sur l'investissement que nous sommes défaillants. Le Loir-et-Cher est 90e département français sur l'investissement. Et sur des éléments extrêmement importants, comme l'investissement d'avenir pour nos enfants, les investissements pour les collèges. Alors ça, c'est pas la com, ça c'est pas Momo Ier, roi du Loir-et-Cher, qui embrasse toutes les grand-mères, caresse la joue de tous les enfants. Ça, c'est l'investissement pour nos enfants, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, pour dans 15 ans. Et sur ce terrain-là, Maurice Leroy est défaillant. Au milieu de cette bataille, le PS fait figure de cavalier solitaire. Mais Thierry Benoît, qui se forge depuis quelques mois une figure d'opposant sur le terrain de la communauté de communes du pays de Vendôme, ne compte justement pas faire de la figuration dans ces élections. Avec sa binôme, ils viennent de boucler leur tour des 47 communes.
En affrontant Maurice Leroy et Jean-Yves Narquin, comme vous le dites, ce sont des figures nationales, mais je ne me place pas sur ce registre-là. Nous sommes des élus de terrain, Marie-Christine Sauvé et moi-même, nous sommes maires de petits villages, et le quotidien, la proximité, nous la pratiquons dans notre action de tous les jours. On reçoit les personnes, on est auprès d'eux, on est actif auprès d'eux, et ce sont des choses qu'on peut palper, nous, directement. Enfin, autre liste en course à gauche, celle de Michel Allard et Gisèle Vedovati-Brugman pour le Front de gauche. Ils ne sont pas passés inaperçus cette semaine en région Tourangelle. Les 2 Mirage 2000 de l'armée de l'air, ils sont depuis une semaine et jusqu'à demain sur la base aérienne 705 dans le cadre de la permanence opérationnelle. Nous vous emmenons les découvrir. Ils assurent la protection du ciel français, mais ils apportent également assistance aux avions en détresse. Audrey Champigny. Les professionnels et les connaisseurs l'appellent la PO. Comprenez permanence opérationnelle, plus communément appelée la police du ciel. Derrière ces 2 lettres, 2 avions, des Mirage 2000 et 2 pilotes, prêts à décoller à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour assurer la défense du territoire français. Ils ont priorité absolue sur tous les autres vols. Cette structure et cette permanence fait que nous sommes prêts à tout type de menaces. Nos équipages sont prêts à prendre en compte tout type de menaces. Ils savent que régulièrement, et c'est fort heureux, ils décollent pour une mission qu'on appelle nous de practice, c'est-à-dire d'entraînement mais opérationnel, comme si c'était le réel. Mais si jamais, là, il y a effectivement d'abord un aéronef à assister, c'est quand même une mission réelle mais d'assistance. Et puis si jamais il n'y a ni assistance à portée et ni menace, il y a un scénario et il va jusqu'au bout du scénario. Dès que l'alerte est donnée, les 6 mécaniciens doivent préparer l'appareil pour que le pilote puisse décoller de la base en un temps très court. 6 minutes 45 après la sonnerie, chrono en main, le Mirage 2000 quitte la piste. Sa vitesse atteint déjà les 250 km à l'heure, rien qu'au décollage. Pendant une semaine, les 2 pilotes du groupe de chasse 1-2 Cigogne et leurs mécaniciens vivent isolés. Interdiction de quitter la base et encore moins de s'éloigner de moins de 100 mètres du hangar des avions. À tour de rôle, pendant 7 heures, chaque pilote doit avoir en permanence son équipement de vol à portée de main. Chaque mission est classée secret défense. Nous n'avons donc pas eu l'autorisation de filmer les pilotes. Il est un petit peu de stress parce qu'on sait jamais sur quoi on décolle. Par contre, la mécanisation que notre entraînement nous amène fait que les gestes viennent naturellement, les équipes sont rodées et il se trouve que les premières minutes de réaction nous amènent, comme il vous a été dit, à décoller. Et finalement, c'est en vol qu'on a un petit peu l'intitulé de la mission et la raison de notre décollage. Provenance douteuse, plan de vol non conforme ou absence de signal radio. Le premier rôle des pilotes est d'établir un contact pour ensuite transmettre les informations au centre de commandement qui se trouve à Lyon. Ça va être un niveau de vol, ça va être une vitesse, ça va être une attitude, un type d'avion. On va décrire ce qu'on voit, comment l'avion est configuré, quel est le type d'avion si on le connaît, parce qu'on ne connaît pas non plus tous les types d'avions. Et puis ensuite, ça va être par exemple à se rapprocher assez près pour voir dans le cockpit, pour voir si on voit les pilotes, s'ils nous ont vus, si tout le monde a l'air d'aller bien, ou alors si au contraire, on peut voir par exemple sur des avions qui ont des problèmes d'oxygène, il est déjà arrivé que des gens voient l'équipage évanoui. C'est ce genre de choses qu'on peut être amené à voir et à retranscrire. Dès demain, les 2 Mirage 2000 quitteront la base de Tours pour regagner un autre port d'attache, la base aéronavale de Lorient. Du sport avec la 28e journée de Ligue 2 ce week-end, tout comme ceux de Ligue 1. Les matchs seront précédés d'une minute de silence en hommage aux victimes du crash en Argentine. Ce sera donc le cas au stade de la Vallée du Cher. Demain soir, les Tourangeaux reçoivent le stade brestois. Gros enjeu pour le Tour FC qui doit sortir de la zone de relégation. Le match est pris très au sérieux. L'opération maintien est lancée. Une réunion pour tout remettre à plat a eu lieu. Je pense que les joueurs, quoi qu'on en dise, ont envie de s'en sortir. Je crois que les joueurs, quoi qu'on en dise, travaillent au jour le jour. Après, il faut devenir plus compétiteur, plus méchant, plus décisif. Voilà, il est là notre problème. C'est ce qui fait la différence entre une équipe qui prend des points et les autres. Donc il faut qu'on soit plus décisif des deux côtés. On sait que si à partir de maintenant on ne s'accroche pas, si on persiste pas,
et qu'on ne persévère pas, ça va être compliqué. Donc du coup notre objectif c'est vraiment de se maintenir, on va vraiment tout faire pour se maintenir. Et voilà, il faut trouver les petits détails qui font qu'en ce moment ça ne nous sourit pas. À chaque fois c'est sur une erreur qu'on prend un but parce qu'on les paye cash. Donc il va falloir régler ces soucis-là et je pense que c'est par là que le maintien il va se passer. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, on va parler de l'éclipse de soleil pour le vendredi 20 mars prochain. C'est dans un instant.